Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal largement dominé par deux actualités ce samedi. D'abord cette qualification de Charles Leclerc en deuxième position au Grand Prix de Monaco. Le Monégasque s'est fait rattraper par le Britannique Lando Norris qui lui a arraché la pole dans les tout derniers instants. Décryptage et réaction à suivre. Et puis cette victoire historique de la Roca Team, 78-68 face à l'Olympiakos hier soir à Abu Dhabi. Les hommes du Rocher se sont qualifiés pour la finale de l'Euroleague qu'ils disputeront ce dimanche. Une première depuis 1993 pour le basket français. Nous serons sur place dans quelques instants avec nos correspondants. Un classement pour le moins serré à l'issue de cette séance de qualification au Grand Prix aujourd'hui. Tout s'est joué dans les dernières secondes. Charles Leclerc partira en deuxième position demain sur la Ferrari, juste derrière Lando Norris en pole position pour un dixième de mieux. Christophe Pacaud. Oui, pour un dixième, Lando Norris a été le meilleur, a brisé le rêve de Charles Leclerc de se retrouver encore une fois comme l'an dernier en pole position pour remporter le Grand Prix. Lui qui est le tenant du titre, Charles Leclerc, partira encadré des deux McLaren puisque Lando Norris qui a signé quand même un temps, il faut le rappeler, exceptionnel, le meilleur temps de tous les temps, de toutes les époques, c'est un temps historique, 1:09,954 sous la barre de la minute et des 10 secondes. Charles Leclerc juste derrière, devant Oscar Piastri, pour l'instant qui est en tête du championnat du monde avec 13 points d'avance sur son coéquipier chez McLaren, Lando Norris, qui revient au sommet au bon moment ici à Monaco. Mais attention, ce qui n'est pas inintéressant, oui, bien sûr, il y a la frustration de ne pas avoir la pole pour Charles Leclerc, c'est qu'en quatrième position, sur la deuxième ligne, il aura son coéquipier, le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui pourrait peut-être faire quelque chose au niveau du travail d'équipe, parce qu'ici on sait à Monaco c'est spécifique, et en plus cette année il y a cette différence d'importance et qu'il va falloir s'arrêter par deux fois au stand pour changer les pneus. Deux arrêts obligatoires, donc stratégie complètement différente. Pas sûr que la pole soit la condition sine qua non. Et à chaque fois, c'est vrai que c'était la vérité. Généralement, quand tu pars en pole ici à Monaco, vous arrivez généralement en tête du Grand Prix. Ça s'est passé sur 20 dernières fois, mais 14 fois exactement. Le poleman a gagné ici à Monaco sur 20 épreuves. Alors demain, que va faire Charles Leclerc? Sa technique, les pneus, la différence. Première ligne aux côtés de Lando Norris qui partira donc en pole. Derrière Piastri, Hamilton. Et cinquième, attention, cinquième seulement, mais il est capable de tout, Max Verstappen. Et puis derrière, performance à souligner pour les pilotes français. Le petit Hadjar est sixième, Ocon étonnant huitième. On oublie les Mercedes qui ont eu des soucis, Antonelli a tapé. Problème mécanique pour la voiture de Russell, ça n'a pas été simple pour les pilotes de cette écurie Mercedes. En tout cas demain, on va se réjouir de retrouver Charles Leclerc tout devant. Non pas la pole position, certes, mais toujours en embuscade. Charles Leclerc, deuxième meilleur temps aujourd'hui de la pole, pour cette chasse à la pole qui a été extraordinaire encore une fois dans les rues de la Principauté. Merci Christophe. Et justement, le poleman Lando Norris et Charles Leclerc ont réagi à leur qualification. Je vous propose de les écouter au micro d'Émilie Rousseau sur les images de Camille Cannoni. La ferveur ici à Monaco en général, elle se ressent et ça fait toujours plaisir. Mais bon, après, voilà. Je pense que ça se rajoute ensuite à la déception de la qualif. Mais bon, c'est comme ça. Je suis quand même content d'une deuxième place. Réellement, on est arrivé ce week-end en pensant que la Q3 ça allait être compliqué, donc c'est-à-dire le top 10 en qualif. Aujourd'hui, on est deuxième, très proche de la première place. Voilà, il faut encore qu'on bosse. On sait que niveau voiture, on n'est pas du tout au niveau où on voudrait. On a réussi à faire quelque chose de plus ou moins spécial ici en qualif. Maintenant, il faut concrétiser demain et on verra comment ça se passe. Monaco, it's always pretty crazy. It's pretty special. It's very tense, you know, the whole lap. But it feels good when you cross the line and you know where you are, especially when it's on top. So, of course, a great feeling. Especially in quali, you know, Charles has been first in every session, so to finally, when it mattered the most, put in my best laps, I'm very happy with that. Une journée riche en rebondissements sur le circuit de Monaco qui avait d'abord commencé plus tôt ce matin par la victoire du Norvégien Martinus Stenshorn lors de la course sprint de Formule 3. L'après-midi, la sprint race de Formule 2 a quant à elle été remportée par l'Indien Kushmaini. Ça ne s'est joué qu'à quelques secondes d'intervalle avec les autres pilotes au podium. L'autre grand titre de ce samedi, je le disais, c'est ce billet en finale de l'Euroleague que s'est offert la Roca Team hier soir à Abu Dhabi face à son adversaire de toujours, l'Olympiakos. Les hommes de Vassilis Spanoulis ont maîtrisé leur affaire de bout en bout. Partons tout de suite retrouver notre correspondant sur place. Bonsoir Yannick Debever, c'est un véritable exploit auquel vous avez assisté. Bonsoir Théo, bonsoir à toutes et à tous. Je me trouve à côté du trophée que la Roca Team peut encore rêver, soulever ce dimanche. Ils se sont qualifiés, ces Roca Boys, pour la finale de l'Euroleague. Il a fallu pour ça battre les premiers de la saison régulière, l'Olympiakos. Pour mesurer l'exploit, sachez que depuis 1993, aucune équipe du championnat de France ne s'était qualifiée en finale.
À l'époque, c'était Limoges. Aujourd'hui, c'est Monaco qui porte le basket français sur son dos. C'était un match étouffant, comme je vous l'ai dit. La Roca Team a dû faire preuve d'un collectif parfaitement huilé pour contrecarrer les plans de l'Olympiakos. C'était la meilleure équipe de saison régulière. Ils sont venus ici à Abu Dhabi en favori. La Roca Team a rendu une copie parfaite, bien emmenée par le duo Mike James Alpha Diallo. À deux, ils ont marqué 39 points, soit la moitié du total de leur équipe. Il a fallu des guerriers, évidemment, avec Blossom Game, Jaité pour ne citer qu'eux. Et à la fin, les Roca Boys ont pu exulter avec les 400 supporters qui ont fait le déplacement ici à Abu Dhabi. Mais évidemment, le calme est de mise, ce n'est qu'une demi-finale. Maintenant, il va falloir faire place à la finale. Je vous propose d'écouter les réactions après cette victoire de Mam Jaité et Eli Okobo. Ce qui a fait la différence, c'est l'intensité qu'il y a eu tout au long du match. Je pense que je me les ai vraiment vus pendant 40 minutes. Je les ai déjà vus comme ça par des séquences, mais tout au long du match, avec ce combat, cette intensité, cette générosité qu'on a eue défensivement. Parce qu'offensivement, on a toujours su qu'on était talentueux, qu'on était quand même assez polyvalent, qu'on avait des leaders qui étaient capables de faire de grandes choses. Mais 40 minutes de combat, d'intensité, où il y a quelques erreurs tactiques, mais physiquement, dans l'engagement, il y a très peu de choses à jeter. C'est la clé, c'est ce qui a fait la différence. Je pense qu'on a réussi à les sortir de leur zone de confort. On est content, mais en même temps, c'est que le début de ce week-end. Il y a un match encore plus important dimanche et voilà, il va falloir rentrer, prendre soin de son corps et se préparer pour amener encore plus d'intensité qu'on a fait ce soir. Content, mais ils ne s'enflamment pas, ces Roca Boys. Évidemment, c'est à l'image de leur entraîneur, Vassilis Spanoulis, la légende de l'Euroleague, la légende de l'Olympiakos, qui hier n'a pas fait de cadeau à son ancienne équipe. Maintenant, il va falloir penser à la finale face à Fenerbahçe, l'équipe turque qui a triomphé du Panathinaikos dans la première demi-finale. C'est une finale surprise, forcément, puisqu'on attendait au moins une des deux équipes grecques pour le match, pour le titre. Mais non, ce sera Monaco face à Fenerbahçe. Et c'est une étape supplémentaire dans l'évolution du club monégasque. Rendez-vous compte, 2 Final Four en 4 participations à l'Euroleague, une finale désormais. Et au coup de sifflet final, on a croisé la légende de l'Euroleague, Kyle Hines. Et je vous propose d'écouter ce qu'il nous dit, ce qu'il pense de l'évolution du club monégasque. The evolution of the club has been incredible. You know, I've watched their beginning in EuroLeague, and to see the club as they continue to rise, through these different moments, through the playoffs, and watch the team, this group take step by step. Being in the Final Four a couple of years ago and missing it last year, and now being in the finals, it's incredible for the club. It's incredible for the city. It's incredible for the players. So. Yeah, it's been fun to watch and see the evolution, especially because I know a lot of the players and know a lot of people that are taking part of it. Rien n'est fait, tout va se jouer dimanche à 19h face à Fenerbahçe. Et évidemment, toute la Roca Team compte sur vous, sur votre soutien derrière la télé. Et évidemment, les 400 supporters donneront de la voix ici à Abu Dhabi pour ce qui pourrait être une nuit historique pour le basket français et la principauté, évidemment. Évidemment, merci beaucoup Yannick Debever depuis Abu Dhabi pour ce résumé très complet. Et dans la même salle que vous, une autre personne a assisté à ce match exceptionnel hier. Il s'agit de notre expert du basket, Ali Traoré, qui est avec nous également depuis la capitale des Émirats Arabes Unis. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi ce match historique hier soir. Monaco triomphant de 10 points d'écart face à l'Olympiakos, qui restait la meilleure équipe de la saison régulière. Je le disais, ce billet en finale, c'est une première pour les Monégasques. Qu'avez-vous pensé de leur performance ? C'était un super match. Honnêtement, Monaco a fait le match parfait. De la première à la 40e minute, même quand il y a eu des assauts des joueurs de l'Olympiakos, Monaco a su défendre très très agressivement. Ils ont su vraiment gripper la machine offensive de l'Olympiakos. Et en attaque, Monaco a vraiment bien partagé le jeu, emmené de main de maître par un Mike James qui était vraiment extraordinaire, un Alpha Diallo très très bon. Mam Jaité, Jérôme Blossom Game. Mais ce que j'ai aimé, c'est que vraiment Monaco a fait en sorte qu'Olympiakos ne mette que 68 points, ce qui est complètement dingue pour une équipe qui met plus de 85 points par match. Et ensuite, Monaco a fait plus de 20 passes décisives et ça a été la clé pour gagner ce match. Et alors demain, la Roca Team affrontera le club turc du Fenerbahçe. En finale, tout est possible face à cette équipe ? Oui, pour moi, c'est un match-up vraiment très équilibré parce que ce sont deux équipes qui ont des forces assez similaires.
Et je donnerais même un avantage à Monaco à l'intérieur avec des joueurs grands qui peuvent scorer à l'intérieur, alors que bon, les intérieurs du Fenerbahçe sont vraiment là pour défendre et poser des écrans. Ce sera un duel d'arrière. Voilà, il y aura des duels de stars, du Mike James face à Wade Baldwin, du Marco Guduric face à Elio Kobo. Donc, il faudra vraiment surveiller voilà, ces lignes arrière qui devraient nous emmener à un spectacle de très haut niveau. Et on va avoir aussi une bataille tactique entre deux très grands joueurs, anciens très grands joueurs, que sont le coach Sarunas Sadikevičius, le coach du Fenerbahçe, ou alors Vassilis Spanoulis, deux légendes de l'Euroleague. Alors on peut rappeler que l'Olympiakos avait renversé Monaco en Final Four il y a 2 ans, mais la Roca Team a finalement pris sa revanche hier. Dans un scénario un petit peu similaire, on pourrait donc voir que Monaco pourrait réitérer un petit peu l'exploit demain, triompher de la même manière face au Fenerbahçe, qui est une équipe tout aussi mythique. Fenerbahçe qui a battu Monaco la saison dernière au play-off. Justement, Nick Calates était de l'autre côté, donc Nick Calates il va avoir un rôle assez important à jouer, je pense, demain. Donc ouais, s'il y avait cette victoire, ce serait un revenge tour pour Monaco qui aura réussi à battre ces vieux démons qui étaient Olympiakos et Fenerbahçe. Merci beaucoup Ali Traoré en duplex depuis Abu Dhabi où se tiendra cette finale d'Euroleague ce dimanche à 19h, heure de Monaco, entre Monaco et le Fenerbahçe. Et l'on vous retrouvera juste après ce match dès 22h pour le décrypter. Merci beaucoup. Merci à vous. Revenons à Monaco à présent où les réjouissances se poursuivent. Vous le savez, pendant ce week-end de Grand Prix, les paddocks s'agitent, pris d'assaut par les pilotes, leurs techniciens et beaucoup d'autres personnes, dont des stars internationales. Émilie Rousseau et Camille Caloni se sont mêlés à la foule et ont réussi à capter l'attention de certaines d'entre elles. Regardez. Zinedine, heureux d'être ici? Très heureux. Toujours un beau moment de vivre ici à le Grand Prix. Toujours un événement incroyable, Formule 1, donc c'est top. Super. Patrick, are you happy to be here? Oh yes, thrilled to be here, especially on qualifying. It's the best. Thank you. Toujours un plaisir d'être ici pour vivre le Grand Prix. Oui, c'est formidable. C'est formidable. Hein. C'est toujours une expérience extraordinaire. Et ce matin, ils m'ont même fait faire le tour du circuit dans une voiture conduite par Max. Sensationnel. Je suis très content, c'est toujours incroyable d'être là. C'est le GP à mes yeux le plus culte. GP de Monaco, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir Charles gagner pour la 2e fois, back-to-back. Retenez bien, c'est ce qui va se passer. J'y crois dur comme fer. Hâte de voir le nouveau format, nouveau format, j'exagère, mais il y a les passages au stand obligatoires, ça va pimenter le truc. C'est un peu nouveau, on va vivre quelque chose de nouveau tous ensemble là. Donc voilà, c'est dur de faire des pronostics. Mais Charles, Isaac, Pierre, allez-y, s'il vous plaît, foncez les gars. Podium. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée d'être ici? C'est vraiment un Grand Prix qui est formidable. C'est simple. Moi j'adore la F1 et j'ai eu l'occasion de jouer plein de fois au Tour et encore ce soir. Mais j'ai jamais eu l'occasion vraiment de voir le Grand Prix parce que c'est hyper compliqué. Donc cette année j'ai dit vas-y, je m'organise, j'essaye de venir voir le Grand Prix. Je peux vous assurer, c'est pas facile. Il faut vraiment être motivé. Mais je vais y arriver, je suis très content. Et en plus Charles Leclerc va gagner. Allez. Et alors que l'effervescence du Grand Prix bat son plein à Monaco, nous allons justement nous intéresser de plus près à ce qui rend la compétition toujours aussi mythique d'année en année et toujours plus attractive. Les courses bien sûr, mais aussi tout le marketing et toute l'activité autour du circuit. Pour en parler, nous sommes avec un expert en la matière, Jérémy Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. Plus connu sous le nom de Monsieur Loop, vous êtes un youtubeur très suivi avec près de 57 000 abonnés qui partage votre passion pour la Formule 1. Ce Grand Prix est particulièrement prestigieux. Qu'est-ce qui le distingue des autres courses de championnat si l'on devait résumer ? Alors pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a 2 pans. Déjà le pan sportif, le tracé de Monaco c'est un circuit très atypique avec des virages très lents qui serpentent en ville sur des routes très étroites. C'est un circuit en plus mythique dans le sens où c'est quasiment un centenaire, tout simplement, le Grand Prix de Monaco. Ça c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est un lieu de rencontre entre businessmen et businesswomen, de marketing, de communication, et ça, faut absolument pas l'écarter. J'ajoute un dernier point, c'est qu'on n'est pas très loin de la croisette et du crépuscule du Festival de Cannes, et que ça, évidemment, ça ajoute au glamour et à tous les échanges qu'il peut y avoir pendant ce Grand Prix entre énormément de monde, que ce soit les pilotes, que ce soit les teams principaux, en tout cas les directeurs d'écurie, les investisseurs, les sponsors, et tout un tas d'entreprises qui profitent de ce week-end absolument exceptionnel pour avoir un petit peu de visibilité ou pour enrichir un carnet d'adresses tout simplement. Alors pourtant le circuit de Monaco a été souvent critiqué pour son manque de spectacle qu'il procure en piste, mais si ce Grand Prix est encore aussi suivi aujourd'hui, c'est bien qu'il reste exceptionnel, non ?
Oui, évidemment, il reste exceptionnel. Je dirais qu'il faut distinguer en Formule 1 la séance de qualification, donc qui se déroule sur un tour rapide, et la course, qui se déroule en l'occurrence ici sur 78 tours. Effectivement, la course de Monaco a souvent été critiquée parce qu'elle manque de dépassement, parce que les rues sont trop étroites et précisément parce que les voitures sont aujourd'hui trop larges et trop longues. Mais en revanche, la séance de qualification, elle est absolument exceptionnelle parce qu'on voit des pilotes frôler les rails pour aller chercher le meilleur temps, prendre tous les risques. On l'a vu même ce matin en essai libre numéro 3, on n'est pas encore en qualif et pourtant l'enjeu est en train de croître parce que tout pilote sait que s'il part en pole position à Monaco, eh ben, il aura une chance extrêmement forte de gagner le lendemain. Donc oui, ça reste un rendez-vous exceptionnel. J'ajoute une chose pour répondre à votre question sur on y revient toujours. Oui, effectivement, on y revient toujours, mais je pense que l'effet de la victoire de Charles Leclerc l'année dernière a produit quelque chose, effectivement, et que ça doit aider également au-delà de l'engouement que la Formule 1 retrouve depuis quelques années. Est-ce qu'on peut dire que l'essence du Grand Prix de Monaco repose davantage sur toute l'effervescence autour dont vous parliez, l'image de luxe, la fan zone, les soirées, la présence de célébrités aussi, que sur les courses elles-mêmes en fait? Ah bah, je dirais que c'est les deux. Je dirais que c'est les deux. De toute façon, l'effet Charles Leclerc est quelque chose d'absolument grandiose depuis l'arrivée du Monégasque. Et j'ai même pas envie de vous dire en Formule 1, dès qu'il était en Formule 2, c'était déjà un phénomène et il y avait un engouement qui, à mon humble avis, était revenu particulièrement à Monaco. Ensuite, Charles Leclerc est arrivé en 2018. Il a fait un an chez Alfa Romeo Sauber, qui était une petite écurie à l'époque. Et ensuite, il a basculé chez Ferrari à partir de 2019. Et là, forcément, un duo Ferrari-Charles Leclerc qui est monégasque en plus. Là, ça crée une ferveur très importante. Mais évidemment, cette ambiance de festival dont nous parlions tout à l'heure ajoute évidemment à l'exceptionnalité de ce Grand Prix. Et je pense même que la Formule 1 s'est inspirée de cette ambiance de festival à Monaco pour essayer de décliner tout cela sur l'ensemble des Grands Prix, sur l'ensemble des 24 Grands Prix qu'on a aujourd'hui au calendrier. Vous diriez aussi que l'intérêt pour la Formule 1 s'est accru ces dernières années, notamment grâce à des séries comme Drive to Survive ou encore grâce aux réseaux sociaux forcément? Ah oui, oui, totalement, totalement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, la Formula One, la marque Formule 1, a eu un nouveau repreneur qui s'appelle Liberty Media, qui est une société de médias de masse américaine et qui a totalement changé de fusil d'épaule. Liberty Media est arrivé. Et avec une culture peut-être du show à l'américaine, ils se sont dit on va essayer d'ouvrir ce produit pour le rendre peut-être plus accessible à un nombre croissant de fans, pour essayer de faire revenir les fuyants devant leur télé sur leur canapé le dimanche après-midi et surtout essayer de conquérir de nouveaux fans en essayant de diversifier cette fanbase, la féminiser, la diversifier sur tout un tas de critères. Et c'est exactement ce que Liberty Media est parvenu à faire avec 3 stratégies. La première stratégie, c'était de combler le manque à gagner sur les réseaux sociaux. Donc Formula One a commencé à publier énormément de contenu sur Instagram, sur X, sur Facebook à l'époque, c'est un petit peu moins le cas, et sur YouTube. Deuxième chose, il y a eu le développement des eSport Series, c'est-à-dire ces courses de simulateurs qui se déroulent dans un salon avec des gamers qui essaient de battre d'autres pilotes en ligne. Et le troisième point, évidemment, vous le disiez, c'est cette série Netflix Drive to Survive qui a parachevé cette stratégie de communication et de marketing pour montrer la Formule 1 sous un jour peut-être un peu plus accessible en montrant les coulisses. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'effectivement la Formule 1 reste un sport assez élitiste et qui demande un peu de patience et un peu d'investissement pour vraiment en comprendre les tenants et les aboutissants. Alors quoi de mieux que de montrer les coulisses de la catégorie reine du sport automobile à des gens qui n'en sont pas fans, et de leur raconter des histoires avec lesquelles ils peuvent s'identifier tout simplement. Et c'est exactement ce que la série Netflix a réussi à faire et aujourd'hui le résultat est absolument magique pour la Formule 1, c'est que c'est un sport qui n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Merci beaucoup Jérémy Gauthier d'avoir répondu à nos questions sur cette nouvelle édition du Grand Prix de Monaco. Vous êtes connu sous le pseudo Monsieur Loup sur YouTube et l'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux de Monaco Info pendant toute cette période où vous proposez différentes vidéos autour du circuit. Merci à vous. Merci à vous. Qu'il soit rouge Ferrari ou aux couleurs des autres écuries, tous les goodies sont de sortie pendant ce week-end de Grand Prix. Les vrais fans de Formule 1 les arborent fièrement et vous l'avez certainement remarqué, pour répondre à la ferveur populaire, de nombreuses boutiques éphémères ont fait leur apparition autour du circuit où nous vous retrouvons Sarah Nkari aux côtés d'Hugo Comassa. Bonsoir.
Oui Théo, vous l'avez dit, des boutiques éphémères ont fleuri un peu partout dans les rues de la Principauté, comme ici, rue Princesse Caroline. De quoi ravir les fans venus des 4 coins du monde pour assister à ce Grand Prix mythique. Et alors il y a 2 écoles, hein. Il y a ceux qui restent discrets avec une simple casquette et puis ceux qui jouent le jeu à fond. Look de la tête aux pieds, vous allez le voir, nous en avons rencontré quelques-uns. Special promotion hat, yes, from Ferrari and Charles Leclerc. Team Ferrari? Yes, for sure. She's Team Lando and I'm Max Verstappen, of course. Yes. Yeah. Why? Just I've always kind of cheered for him, so yeah, now that I'm here for my first time seeing it live, I'm definitely going to wear his colors. And Max, of course, is the best driver, hands down, we know that. On est fan de Lewis Hamilton depuis la première heure, depuis Mercedes. Le polo Mercedes est à la maison, dans l'armoire, mais bon voilà, aujourd'hui on est Ferrari. C'est famille Ferrari ici. Et vous soutenez alors Charles Leclerc? Oui, évidemment, hein, l'équipe Ferrari aussi surtout. Et on est content d'avoir Hamilton aussi cette année avec nous dans l'équipe Ferrari. Tu peux nous dire ce que tu as voulu faire? En fait, c'est Charles Leclerc qui va à la victoire à Monaco. C'est une passion, on est piqué de petit, on l'a tout le reste de la vie. Pour les commerçants, ce moment de l'année est crucial et ils ont le sourire, les articles se vendent comme des petits pains. Ça marche très bien aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Là, on a vendu beaucoup de casquettes Charles Leclerc, les bleus. Donc, était en rupture de stock dès le premier jour. Donc là, on en a même plus, c'est beaucoup demandé. Ils viennent de partout. On a eu des Bolivies, on a eu des Mexicains, on a eu des Niçois. Donc voilà, tout va bien. Et des Espagnols aussi, beaucoup d'Espagnols qui viennent. J'ai fini par craquer moi aussi Théo, mais je peux dire que je suis officiellement prête pour demain. Très belle casquette et nous aussi on est prêts. Merci Sarah. Alors comme vous l'avez vu dans ce reportage, le Grand Prix attire toujours autant de curieux, un afflux massif de personnes qu'il faut aussi savoir gérer en cas d'intervention urgente. C'est l'une des faces cachées de l'événement. Le centre hospitalier Princesse Grace et son service des urgences sont plus que jamais en ordre de bataille, comme l'ont constaté sur place Émilie Rousseau et Hugo Comassa. Salut Charles, tu vas bien? Bonjour Franck, très bien. Franck, comme une vingtaine d'autres médecins et infirmiers, est mobilisé sur le Grand Prix de Monaco. Depuis jeudi, le rituel est le même. Le personnel de santé du centre hospitalier Princesse Grace passe par le bureau de Charles pour récupérer les badges d'accès, les radios et les documents relatifs aux affectations. Donc vous avez un sac d'intervention à prendre, le Mindray, j'ai un obus d'oxygène à vous remettre et la shooteuse numéro 10. Le CHPG est sur le pont. Pour le CHPG, tous les services vont être mobilisés, depuis les services médicaux jusqu'aux services logistiques et bien entendu les directions, puisqu'un certain nombre de décisions vont être prises pour pouvoir s'organiser, prévoir en cas de problème sur les tribunes ou sur le circuit. Pour l'occasion, les effectifs ont été renforcés à l'hôpital comme aux urgences. Les années précédentes, pour l'événement Formule 1, le nombre de victimes prises en charge sur le circuit et ses abords est de plus de 150. Donc il y a vraiment un dispositif qui est tout autour du circuit et qui est là pour le public et bien entendu les équipes. Et au niveau des urgences, l'activité notamment nocturne augmente de façon très significative. On a environ 50% d'activité en plus qui est liée à la population qui est plus nombreuse en principauté et aux activités et malheureusement effectivement aux imprudences d'un certain nombre de spectateurs qui la nuit malheureusement sont déraisonnables. Tout à l'heure, la navette va vous prendre, on va faire le briefing d'ici 5 minutes. Un ultime briefing, dernière consigne donnée par le chef de service avant de rejoindre les postes de secours situés aux abords du circuit. Donc aujourd'hui c'est les qualifs, il va y avoir pas mal de monde cet après-midi, ils ont déjà vendu toutes les places. Donc on est sûr qu'il y a 100% d'occupation des lieux. À la tribune IM2S, il y a Karim, tu es là, il y a Mélanie que j'ai vue. Dans cette mission, le centre hospitalier Princesse Grace n'est pas la seule entité à être vigilante en cas d'intervention de jour comme de nuit. La Croix-Rouge monégasque travaille aussi dans l'ombre avec le soutien de sociétés étrangères venues prêter main forte. Et au moment où les moteurs s'éteignent et que les gradins se vident, Monaco change de visage. Comme chaque année, à la tombée de la nuit, l'esprit de fête s'empare de la principauté. Sarah Nkari et Camille Caloni ont vécu l'ambiance des grands soirs. Regardez.
La soirée a commencé en beauté sur cette digue flottante où quelques chanceux ont pu suivre grâce à une retransmission sur écran géant la demi-finale d'Euroleague opposant Monaco à l'Olympiakos. Un moment convivial offert par la société d'exploitation des ports de Monaco. On est en contact avec le management de la Roca Team et donc quand on a vu ces événements que je viens de dire, je leur ai dit nous on va le projeter. Donc ils ont été enchantés et séduits par le projet. Ils nous ont dit on va proposer à nos partenaires de venir sur un endroit un peu exclusif et puis nous on a aussi fait proposer à notre personnel, les familles et puis ceux qui ont contribué au projet et donc du coup là on va être 150 ce soir. Parmi les invités, ces deux commissaires de course venus profiter d'un moment de détente bien mérité après l'intensité de la journée. Le basket, ça permet de penser à autre chose un peu. Le réveil comme ce matin, il a été dur. On est fatigué, donc là on va s'amuser un peu. Au terme d'un match à suspense, les Rouges et Blancs ont décroché leur ticket pour la finale pour la première fois de leur histoire. La fête peut bel et bien commencer. Sur la terre ferme, les rues de la Principauté commencent à se noircir de monde. Tous sont encore sur un petit nuage. De fantástico como siempre, Mónaco es un lugar maravilloso y estamos muy felices de poder venir en cada Grand Prix y esta vez, como decía Laura, muy contentos porque tener a un corredor argentino no es poca cosa. Siamo divertiti, Formula 1 fantastica, compagnia fantastica et forza Ferrari. On va se laisser embarquer dans les belles soirées monégasques et en vrai on est ouvert à tout, on sait que là ici c'est la fête donc voilà. C'est un moment que vous attendiez là, ce Grand Prix? On en parle depuis 2 mois, on sait combien depuis 2 mois, tous les jours on s'écrit en mode on attend que ça quoi. Au fur et à mesure que le ciel s'assombrit dans la nuit, les visiteurs s'amassent autour du circuit jusqu'à l'ouverture des grilles, ici à 21h30. Du secteur de la piscine jusqu'à la Rascasse, la piste goudronnée se transforme en véritable dance floor géant. On se déhanche et on savoure, c'est à en oublier qu'il y a à peine quelques heures, des Formule 1 dégainés à cet endroit même, à toute vitesse, sous les yeux du monde entier. Quittons Monaco pour refermer ce journal et prenons la direction de New York. C'est l'heure de la chronique ES de notre correspondante, consacrée cette semaine à un savoir-faire artisanal tout à fait fascinant, remis au goût du jour par une entreprise new-yorkaise, Alexandra Pani. Oui, bonsoir à vous. Toute personne qui s'est déjà promenée dans les rues de New York aura certainement remarqué ces impressionnantes publicités sur les murs en briques des immeubles. Certaines d'entre elles cachent un savoir-faire très original puisqu'elles sont peintes à la main. Je suis allée à la rencontre de ces artistes grand format. On regarde. Notre œil a besoin de quelques instants pour apprécier à sa juste valeur le travail de ces artistes extra larges. Car oui, ces publicités sont bien des peintures réalisées à la main. Inspirées d'un savoir-faire apparu au milieu du 19e siècle, les peintures publicitaires connaissent une quasi-disparition dans les années 2000 avant d'être remises au goût du jour dans les rues de New York par 2 artistes passionnés, Paul et Adrienne. Colossal was founded approximately 20 years ago with the vision to bring hand-painted advertising back and popular with brands because we were super passionate that in doing so, brands would really help better tell stories, employ artists throughout the country, engage more with the communities. So the vision really was quite simple, always hand paint. Toujours peint à la main, c'est leur slogan. Il faut compter entre 5 à 10 jours de travail. Pour arriver à ces œuvres grand format, plusieurs étapes sont nécessaires. Le visuel est d'abord réceptionné auprès du client, puis passe entre les mains expertes des graphistes pour en dessiner les lignes de base. Il faut ensuite le transférer sur le modèle grand format qui servira de calque. Il est réalisé dans cet atelier plongé dans le noir. Un stylo électrique permet de créer sur cette feuille XXL de petits trous. Une fois posé sur le mur, une poudre est appliquée sur ce calque géant pour tracer les bases du dessin. Au rez-de-chaussée du Paint Shop de Williamsburg, on prépare les couleurs. Tout est fabriqué maison. Chaque nuance est parfaitement étudiée et dosée pour correspondre à la commande du client. From the most simple kind of graphic jobs to the most complex
artwork that we take. Usually that involves like a celebrity portrait because the likeness has to be, you know, spot on. This job is definitely an endurance test. So the weather can be, you know, kind of grating day in and day out. You know, when you're doing what you love for a living, it's worth it. Pour arriver à une telle précision, Colossal Media a mis en place une formation pour ses artistes. So everybody, no matter what your background is, starts at the apprenticeship level where you go up through the ranks and you kind of take on more complex things as you go. So it starts with like shop upkeep, learning how the shop works, learning how pre-production works. Then you start lettering. Then you start, you know, a little more complex paintings, all the way up to expert. À New York, elles sont 2 compagnies et une poignée d'artistes indépendants à réaliser ce travail hors norme. Colossal Media possède des bureaux à New York et Los Angeles et ses réalisations sont visibles dans une dizaine de grandes villes américaines. Since opening our doors, we've painted over 6,000 murals, and now we paint approximately 500 murals a year for a great variety of clients across the country, from fashion brands like Gucci to car brands like Porsche and everything in between. But part of Colossal's success is really us being very particular about our brand identity and ensuring that everything that we do really reflects arts and culture. And with that said, we're very particular about where we acquire new locations for our clients. And so we have a real estate team that is working nationwide to find the best walls for our clients. They typically are in top DMAs, in more urban communities, and absolutely where the really like heart of culture is in every single city, because that reflects our brand and in turn really helps elevate the storytelling for our clients. À l'heure de l'Instagrammable, cet art ancien retrouve un nouveau souffle et apporte de nouvelles couleurs dans le paysage urbain. Et c'est sur ces images que se referme ce journal, je le rappelle, marqué par Charles Leclerc qui s'élancera demain en 2e position au Grand Prix et cette accession historique de la Roca Team en finale de l'Euroleague. Notez que votre journal sera exceptionnellement diffusé à 19h30 ce dimanche, Grand Prix oblige, suivi des experts à 20h30 et d'une édition spéciale dans laquelle nous reviendrons sur ce week-end sportif animé. En attendant, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Sarah Nkari pour les prévisions météo. Et à 21h ce soir, ne manquez pas la diffusion du documentaire Les Anges Gardiens de Monaco sur notre antenne. On se quitte sur les images de cette journée exceptionnelle capturée par notre photographe Manuel Vitali. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19h30. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, quel temps fera-t-il demain, dimanche 25 mai, pour la fameuse course finale du Grand Prix de Formule 1 ? Eh bien, le ciel devrait être majoritairement ensoleillé, sans risque de pluie, offrant des conditions idéales pour les spectateurs en tribune et pour les pilotes sur le circuit. Pour ce qui est des températures, la maximale atteindra 22 degrés, tandis que la minimale tournera autour de 15 degrés. Très agréable également pour profiter pleinement de la fête des mers. Excellente soirée avec nous sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.